Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal pour les générations futures. Comme vous allez vite vous en rendre compte, nous sommes une juridiction un petit peu particulière puisque toutes les questions que nous posons le sont dans l'intérêt de nos descendants. À l'ordre du jour ce soir, la sobriété énergétique, phénomène de mode ou tendance de fond? Pour répondre à cette question, nous accueillons pour cette audience trois témoins ici présents qui comparaîtront à la barre dans quelques instants pour vous exposer leur version des faits. Je vous prie de bien vouloir les applaudir. Pour les interroger, la cour sera composée ce soir de Thierry Keller, procureur de la République, et maître Yui Spino, avocat de la défense. Et enfin, Xavier Gors, notre greffier qui s'assurera de trouver les mots et les dessins pour mettre le débat en perspective. Vous pouvez les applaudir, merci. Défense, accusation, greffier, il ne nous manque plus qu'un jury et celui-ci aura la lourde tâche de se prononcer à la fin de cette séance et de donner son verdict. Et ce jury, c'est vous, chère audience. À la fin des débats, vous serez appelés à vous prononcer dans l'intérêt des générations futures. Soyez donc bien attentifs et préparez votre esprit critique. Les générations futures comptent sur vous. À présent que notre cour est au complet, je déclare donc ouverte cette nouvelle audience du tribunal pour les générations futures. Après les quelques preuves que vous avez pu voir dans la vidéo diffusée en introduction, prenons un instant pour en revenir aux faits. L'année 2022 a été marquée par un concept qui, petit à petit, a fait son nid dans notre quotidien. J'ai nommé, bien évidemment, la sobriété énergétique. Et ne me dites pas que vous n'avez pas pu y échapper. Au bureau, à la maison, dans les lieux publics ou dans les médias, et même lors du sacro-saint repas du dimanche, la sobriété énergétique était sur toutes les lèvres. Et si elle était si présente, c'est parce qu'elle a fait son entrée à l'hiver dernier, lorsque le dit hiver s'annoncerait très froid et très sombre, entre tension du réseau électrique, risque de coupure de courant et même blackout. Depuis lors, des symboles de couleur, vert, orange ou rouge, sont apparus pour nous inciter à la sobriété énergétique et à changer nos comportements. En octobre, le gouvernement annonçait également un plan de sobriété visant à réduire de 10% la consommation d'énergie d'ici 2024. État, entreprises, collectivités, citoyens, chacun allait y prendre part et faire sa part. Mais pour avoir des effets durables, les mesures de sobriété ne peuvent pas se limiter à de simples restrictions. Elles doivent aussi engager des transformations profondes de nos modes de vie, et ce, sur la durée. Dans ce contexte, l'idée d'une sobriété choisie qui deviendrait un nouveau modèle de société est-elle un mythe? Comment les entreprises peuvent-elles financer durablement des dispositifs de sobriété énergétique? La sobriété est-elle trop coûteuse pour être mise en place sur le long terme? Comment l'acceptation individuelle de la sobriété énergétique peut-elle être encouragée? Bien, après toutes ces questions, passons donc à présent au chef d'accusation de cette séance. La sobriété énergétique ne pourra pas s'installer durablement, car elle entraîne des répercussions négatives sur la performance des entreprises dans un contexte concurrentiel effréné et mondialisé. La sobriété énergétique ne pourra pas non plus s'installer durablement, car la société n'est pas prête à l'accepter. La sobriété est encore perçue comme une contrainte, une privation des libertés. Et enfin, la sobriété énergétique ne pourra pas s'installer durablement car il s'agit d'un buzzword qui a été récupéré par les acteurs publics et privés à des fins commerciales ou politiques, entraînant une utilisation éphémère et superficielle du concept. Alors, phénomène de mode ou tendance de fond? Chers jurés, ce sera à vous de trancher à la fin de cette séance. Bien. À présent, pour vous permettre de vous forger une opinion éclairée sur ce sujet, nous allons auditionner nos témoins. Mais avant cela, je souhaite donner la parole au procureur et à l'avocat afin qu'ils nous informent en quelques secondes la ligne tenue par l'accusation et par la défense. Monsieur le procureur, s'il vous plaît.
Oui, merci Madame la Présidente. Vous l'avez dit vous-même, c'est un phénomène de mode. Les gens ne veulent pas être sobres. Et dès que les quelques épiphénomènes que vous avez cités, comme la guerre en Ukraine, seront derrière nous, nous nous remettrons à consommer comme il se doit. Hélas, bien sûr, c'est un phénomène de mode et je vous le prouverai. Merci. Maître, la parole est à vous. Bonsoir Madame la Présidente. N'en déplaise à un procureur résolument déprimant et défaitiste, je défendrai ce soir la nécessité autant que la sincérité et la validité de l'élan qui nous pousse enfin, car il était temps, vers une société, une sobriété énergétique. Je vous remercie. Bien, merci messieurs. Nous pouvons donc démarrer les audiences. J'appelle donc à la barre tout de suite notre premier témoin, Monsieur Geoffrey Abekassi. Monsieur Abekassi, bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence ici? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Geoffrey Abekassi, je suis donc conseiller du président de l'ADEME. L'ADEME, comme tout le monde bien évidemment le sait, c'est l'agence de la transition écologique. Et l'ADEME est en charge depuis plus de 30 ans maintenant de mobiliser les acteurs et de financer des projets de transition sur l'intégralité des champs de la transition écologique et énergétique. Merci beaucoup. Vous allez être interrogé par le procureur puis par l'avocat, mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Levez la main et dites « je le jure ». Je le jure. Merci. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Vous avez 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur Abekassis, bienvenue dans ce magnifique lieu. En 2010, Monsieur Abekassis, Pierre Rabhi sortait ce best-seller, la sobriété heureuse, 2010. Aujourd'hui, la sobriété est sur toutes les lèvres, hein, y compris sur celle du président de la République. Est-ce que vous pensez, comme le punk ou le rock'n'roll, que la sobriété est un concept facilement digérable par le capitalisme? En tant que scientifique, hein, que je vous pose cette question, vous avez remarqué. C'est dans cet esprit-là que je vais essayer de répondre. Alors d'abord, je pense qu'on peut se réjouir globalement que le terme de sobriété n'appartienne plus au passé et soit aujourd'hui sur toutes les lèvres, y compris celle du président de la République. Ça, c'est quand même un premier point qui est notable. Pour autant, la sobriété énergétique, et j'insiste sur le énergétique, elle est complètement absorbable, complètement digérable par le capitalisme. Pourquoi? Parce que finalement, elle est intervenue dans une logique davantage de problématiques géopolitiques que d'une réelle volonté, en tout cas au démarrage, d'avoir un impact sur l'environnement. Et finalement, quand on se contente de travailler sur la sobriété énergétique, au mieux, on va libérer du disponible à consommer, du disponible à avoir un impact potentiel sur l'environnement au travers, je sais pas, si au lieu de payer 150 € ma facture d'énergie, je vais la payer 100 €, ce 50 € multiplié par 12 mois, ça se génère un petit 600 € qui potentiellement peut acheter une télé ou autre chose. Donc finalement, la sobriété énergétique, c'est complètement absorbable. Par contre, quand on le réfléchit dans une logique plus globale de sobriété, énergie, ressources, matières, là, on tient quelque chose qui peut potentiellement challenger un petit peu le capitalisme. Alors, Monsieur le procureur, je me permets juste de vous couper 2 minutes. Si Monsieur Abekassi pouvait bien s'approcher des micros lorsqu'il... Merci. Je vais me rapprocher de celui de droite. oui. Disons qu'on a eu un petit en même temps, là, tout à l'heure. Vous avez commencé un peu à droite, vous avez fini à gauche, donc mettez-vous bien au centre, plutôt. L'ADEME, vous l'avez rappelé, hein, dans ses attributions, l'ADEME est à la pointe de cette transition énergétique. Au fond de vous-même, est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment parfois de prêcher dans le désert? Est-ce que vous croyez à la sincérité des acteurs économiques et politiques? Les derniers mots de votre intervention semblaient laisser planer un léger doute à ce sujet. Alors effectivement, parfois on a le sentiment d'être un peu seul. En tout cas, on a pu l'avoir. Comme je disais, l'ADEME a été créée en
en 92. Effectivement, en 92, la sobriété, voire la transition écologique et énergétique, ce n'était pas forcément un sujet. J'essaie de parler plus fort. Aujourd'hui, moi, le sentiment qui m'habite, c'est que globalement, il y a une appréhension qui est sincère de l'ensemble des composants de la société, que ce soit par le grand public, ça a été renforcé de façon tangible par ce qui s'est passé l'été dernier entre les épisodes de chaleur, les feux de forêt. Il y a cette concrétisation que en fait, le changement climatique, c'est pas juste une sécheresse au Mozambique, c'est aussi potentiellement nos forêts dans les Landes ou ailleurs qui vont brûler. On a aussi les acteurs économiques qui, eux, effectivement, ça peut être un peu plus ambivalent. Pourquoi ? Parce que généralement, quand on parle de sobriété, on peut penser qu'on va générer moins de chiffre d'affaires et donc, par essence, aller à l'antinomie de ce que doit faire une entreprise. Et pour autant, cette logique-là, elle n'est pas forcément vraie. Déjà, d'une part, parce qu'on peut mener des programmes qui vont certes générer moins de chiffre d'affaires, mais davantage de valeur ajoutée, et notamment ça se ressent sur le résultat net de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, quoi qu'il en soit, quand on est une entreprise, on est implanté dans un territoire et on est confronté aussi à l'adaptation au changement climatique. Donc, par essence, l'entreprise va devoir s'adapter et donc travailler sur la transition écologique. Travailler sur la transition, c'est aussi travailler sur la sobriété. Et enfin, on va dire les pouvoirs publics, lui aussi, il s'est emparé de ce terme-là, et il s'en est emparé dans une logique de, en fait, c'est peut-être pas quelque chose que pour les bobos collapsos, éventuellement écolos, mais c'est aussi potentiellement un levier de souveraineté. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le projet de loi Industrie verte qui est en cours d'analyse à l'Assemblée, dans les commissions avant de passer dans les différentes instances de l'Assemblée et le Sénat. Et donc, cette logique de souveraineté, elle vient aussi nourrir la sobriété au travers notamment, typiquement, de l'économie circulaire ou d'une meilleure gestion des friches industrielles. Et finalement, cette logique-là, en fait, elle est complètement cohérente avec la stratégie française, en tout cas du gouvernement actuel, énergétique, qui repose sur 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'ADEME qui le dit, en tout cas c'est les travaux du gouvernement actuel, c'est le renforcement du nucléaire. Ça passe aussi par le renforcement massif des ENR. Le troisième levier, c'est l'efficacité énergétique, à ne pas confondre avec la sobriété, mais je pense qu'on y viendra un peu plus tard. Et enfin, la sobriété. C'est vraiment, ça fait partie des 4 leviers, c'est un des 4 leviers indispensables à la réussite de la transition énergétique. Et ça fait partie du projet de loi, alors qui lui sera plutôt vu à l'automne, qui est la loi de programmation énergie-climat qui va arriver dans les prochaines semaines et prochains mois. Vous m'avez tendu une perche, donc je l'attrape. Vous dites que parfois on confond sobriété et efficacité. Est-ce que la sobriété est finalement ne serait pas le fauné de l'efficacité, voire d'une forme de techno-solutionnisme? Après tout, les climato-sceptiques d'hier sont devenus les techno-rassuristes d'aujourd'hui, voire les techno-solutionnistes. Comment faire pour que ce terme de sobriété ne soit pas une forme de paravent en attendant que des jours meilleurs reviennent finalement? Alors, je vais revenir d'abord sur ce terme de climato-rassuriste. Tout va bien, puisque on a du nucléaire et quelques éoliennes. Ouais, non, mais en fait, la logique qui est intéressante là-dedans, c'est que potentiellement les climato-sceptiques d'hier, effectivement, sont devenus soit climato-rassuristes, on s'en fout, on va trouver des solutions, soit climato-fatalistes. Ceux-là, ils me font plus peur. C'est grosso modo, on est foutu, donc de toute façon, autant s'en donner à cœur joie et la sobriété, on verra bien. Et partir sur Mars? Alors, non, cela, ouais, alors ça c'est encore une autre. C'est autre chose. C'est la version transhumaniste, mais bon, ça, on ne va pas rentrer là-dedans. En tout cas, les climato-rassuristes, effectivement, eux, ils passent par la logique de techno et efficacité. Et en fait, la techno et l'efficacité, en fait, c'est 2 leviers qui seront indispensables à l'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050, ce que s'est donné comme objectif l'État. Tout ça pour essayer de vivre dans un monde vivable en 2050, en 2100. C'est quand même ça ce dont on est en train de parler. Et donc, je me suis un peu perdu dans mes sujets, mais... Donc le fauné là-dedans, là. Ouais, non, mais ouais, alors le fauné.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le salut, il passera non seulement par ces deux objets-là, mais il ne passera pas que par ça. Et après, la difficulté, c'est qu'on vient sur un champ qui est plutôt celui des valeurs et de qu'est-ce qu'on veut comme un monde désirable. Ça veut dire quoi désirable? Pour qui? Est-ce que c'est pas de l'ethnocentrisme aussi de se dire c'est désirable pour moi, mais en même temps, il y a quelqu'un qui a peut-être juste envie de manger de l'autre côté de la Méditerranée, par exemple. Donc, il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. L'ADEME a construit des travaux de prospective justement pour dessiner des chemins et ce dessin a juste vocation à éclairer les pouvoirs publics sur comment est-ce que je peux atteindre la neutralité carbone. On a différents leviers qu'on va activer. Chacun a son risque intrinsèque. Chacun atteint la neutralité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la sobriété, elle est partie prenante de l'intégralité de ces 4 scénarios que je vous invite à regarder sur les scénarios de transition 2050 de l'ADEME. Un peu de promo, ça fait pas de mal. Vous feriez un excellent ministre de la transition écologique, chez Abécassis. Avec vos éléments de langage, vous êtes digne d'une matinale de France Inter. Plus de questions, merci beaucoup. Merci, monsieur le procureur. Le témoin C'est facile de s'en prendre aux experts quand on sait soi-même pas trop quelle ligne on est en train de défendre. Monsieur le procureur. On commence les anathèmes, Madame la Présidente. Greffier, veuillez noter ça, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, Monsieur Abécassis. On va tout de suite évacuer l'éléphant qui est un petit peu dans la pièce. De l'extérieur, on peut avoir tendance à avoir le sentiment que, au mieux, le gouvernement mesure pas tellement l'urgence de la situation, au pire, le gouvernement s'en tape. Et du coup, est-ce que vous, de l'intérieur d'une agence publique, vous partagez cette inquiétude, ce sentiment? Alors on va juste remettre les choses dans leur contexte. L'ADEME est une agence... J'avais noté indépendante sur ma feuille, mais je ne voulais pas vous saucer trop non plus. Vous aviez noté indépendante, et j'allais reprendre ce terme parce que ce n'est pas le cas. On est une agence qui est sous la tutelle du ministère de l'Environnement, notamment aussi le ministère de la Recherche. On est un EPIC. Le président de l'ADEME, qui d'ailleurs vient d'être, le nouveau président de l'ADEME qui vient d'être nommé par le président de la République hier, ça vous donne le degré aussi d'indépendance de l'institution, qui pour autant doit éclairer les pouvoirs publics et le fait avec ces experts qui sont là, comme je disais, depuis 30 ans. Donc on a un regard, on nous appelle souvent les poils à gratter côté ministère, parce qu'on n'est pas un service de l'État. Et d'où ma question, s'en tape-t-on? Et par rapport à ça, comment répondre de façon nuancée? Je vais juste répondre par des chiffres. On tourne autour là, hein? Ouais, okay. On tourne autour. Les chiffres, c'est que, certes, on n'en fait pas assez, tout ce qu'on veut. La réalité, c'est que l'ADEME, il y a 4 ans, on engageait 1 milliard d'euros par an pour accompagner les acteurs à transformer leur système productif, à accompagner sur la biodiversité, parce qu'il ne faut pas oublier le champ de la biodiversité. 1 milliard, 2020. 2021, 2022, on a le plan de relance notamment, 2 milliards d'euros par an. 2023, 4 milliards. Donc, ouais, ça fait beaucoup de cash. Mais dans les faits, ça montre aussi qu'il y a une réelle prise en considération de ces enjeux-là. Et c'est ce qu'on retrouve aussi au travers des projets de loi, typiquement sur le nucléaire, sur le renouvelable, sur le projet de loi Industrie verte et la LPEC qui va venir dans la foulée. Donc, de mon point de vue, on n'en fait peut-être pas assez, mais en tout cas, on n'a jamais eu autant de moyens financiers. Ce point, il est important, notamment pour l'ADEME qui est soumis à plafond d'emploi. Mais là, je perds tout le monde, ce qui veut dire que grosso modo, on a beaucoup plus d'argent pour intervenir, mais on le fait avec 10% d'effectifs en plus. C'est compliqué. Mais du coup, on a les moyens. Donc, ma réponse, qui clairement tourne autour du pot... Oui, incroyablement. C'est qu'on s'en tape pas tant que ça, c'est ça la réponse? C'est qu'on s'en tape pas tant que ça. Et ben voilà. On peut dire comme ça. Pas tant que ça, monsieur le procureur, vous entendez? Ça va, l'amitié naissante sur On peut avancer si on avance. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure de 4 scénarios que l'ADEME avait produits, qui pourraient être 4 manières pour que la France atteigne
la neutralité carbone en 2050. Est-ce que vous pourriez très rapidement nous résumer l'approche de chacun de ces scénarios et nous dire, en fait, non, déjà, voilà, faisons ça. Faisons ça. Faisons Ok. ça. 4 scénarios. 4 scénarios, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé pendant 2 ans et demi sur des logiques de comment est-ce qu'on atteint la neutralité à horizon 2050. Et surtout, ce qui est hyper intéressant dans ces scénarios, c'est que ça a été structuré non seulement dans une logique énergie, mais aussi ressources. On n'est pas que sur un scénario énergie. Il y a beaucoup eu d'articles sur les scénarios de RTE qui sont globalement cohérents avec ceux qu'on a produits, mais qui sont que électricité. Là, ici, vous avez des travaux qui ont été menés pendant 2 ans, comme je le disais, sur l'intégralité des chaînes énergie-ressources. Qu'est-ce qui les différencie, en fait, énormément, ces 4 scénarios? Qu'est-ce qui les différencie? D'abord, ce qui les rapproche. Après, je réponds à ce qui les différencie. Ce qui les rapproche, c'est que chacun atteint la neutralité carbone à horizon 2050, indépendamment. Chacun aussi a son propre risque. Et ce risque, il peut être social, il peut être technologique, il peut être économique, d'un point de vue notamment de la concurrence internationale. En tout cas, chacun atteint ce scénario. Et chacun le fait dans une optique de croissance économique. Et en fait, ce qu'on démontre au travers de ces scénarios, c'est que le découplage entre impact sur l'environnement et on va dire génération de PIB, il est possible. Je rentre dans les différences, mais je le ferai vraiment en 4 mots parce que je pense que je parle trop. Effectivement, on a très peu de temps. Oui, tout à fait. Génération frugale, c'est quoi? C'est la low-tech à fond. Grosso modo, on n'est pas chez les Amish, mais on est un peu dans cet esprit-là, pour la faire courte. Coopération territoriale, là, c'est l'économie circulaire et de partage qui est au cœur du sujet. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on embarque tout le monde, on crée, on transfère tout, on n'a plus de garage, on a des réseaux de réparateurs, enfin c'est vraiment cet objectif de économie circulaire. Technologie verte, là on commence à avoir un peu, enfin de toute façon partout on a de la techno nécessairement, enfin surtout dans le 3 et le 4. On a pas mal de technologies, on a du stockage de carbone, enfin du CCS qui commence à rentrer en vigueur, on ne fait pas dans l'air, mais globalement on vient stocker le carbone qu'on crame à la sortie des gaziers, notamment, par hasard. Et puis on vient le stocker dans le sol, ou alors on vient l'utiliser pour faire d'autres choses, par exemple pour faire du carburant pour les avions. Donc voilà, on ne change pas fondamentalement notre façon de vivre. Le 4, là, on tire ce qu'on fait enfin, voilà, bien en projection, c'est-à-dire que globalement on se dit, eh ben, on va cramer tout ce qu'on peut cramer, l'objectif étant de réparer les impacts qu'on a sur l'environnement. Donc c'est là où on part un peu plus sur Elon Musk et les transhumanistes, où on va aller capter le CO2 dans l'air pour le réinjecter ou pour l'utiliser. Chacun a des contraintes. Le scénario 1, par exemple, eh ben, là on est coercitif, ça veut dire on va vous dire, vous avez le droit, et c'est Jean Covici qui le dit, 4 vols et puis c'est tout. Là où le 4, c'est un peu, on fait ce qu'on veut. Par contre, la crédibilité de l'atteinte de la neutralité carbone, c'est plus complexe. Nous, l'objectif côté ADEME, c'est pas de prendre parti, comme vous le voyez, je le fais de façon très objective. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on dit, voilà les différents scénarios, c'est aux politiques publiques, aux politiques même, sans le public, aux politiques de s'en emparer dans le débat public pour dresser le panorama et le chemin qu'on doit tracer pour cette neutralité. Ce sera je renonce à ma question suivante. Ouais, je suis désolé. Juste obtenir cette précision. Monsieur Abékassi, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ouais, Simplement, est-ce que, comment dire, parmi ces 4 scénarios, lesquels reçoivent le plus d'attention de la part du gouvernement aujourd'hui? Est-ce que c'est le scénario 4, le tout technologique? Non. Non, objectivement, non. La réponse est qu'on oscille peut-être entre le 2, le 3 et le 4. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas sur un tout 4, clairement. Très bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Bon, merci. Bien, merci. Merci beaucoup, Monsieur Abékassi. J'appelle maintenant à la barre notre deuxième témoin, Madame Karine Sebi. Veuillez vous présenter à la barre, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à tous. Allez-y. Du coup, moi, je vais sur le micro gauche. Très bien, c'est noté. Donc, Karine Merci Sebi, d'avoir répondu à notre convocation, Madame Sebi. avec plaisir.
Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence ici? Donc Karine Siby, je suis professeure et titulaire de la chaire Energy for Society à Grenoble École de Management. Mes recherches portent sur les politiques publiques, plutôt sur la gestion de la demande énergétique, qui inclut donc la sobriété et l'efficacité énergétique. Et je pense que c'est à ce titre que je témoigne ce soir. Merci beaucoup. Vous allez être interrogé par le procureur puis par l'avocat. Mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Levez la main et dites « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Comme d'habitude, vous avez 5 minutes. Je reconnais que le greffier est toujours aussi écolo, en tout cas, ça c'est sûr. Madame Siby, je vais me mettre à votre gauche pour m'adapter à votre ergonomie. Merci. Bienvenue à Paris, vous êtes venu en avion, m'avez-vous dit? Bouh. Non, je suis venue en train. Bien. Avis d'ailleurs de l'annonce de la contrôleuse à la fin qui a expliqué les tonnes, peut-être pas les tonnes, mais en tout cas les économies d'énergie en termes de réduction de gaz à effet de serre. C'était Jennifer, votre barista, qui vous a félicité. Bravo. On peut avancer, s'il vous plaît, merci. Tout à fait. J'ai, Madame Siby, une petite pièce à conviction à vous soumettre. Si la justice, dans sa grande mansuétude, voilà. Déjà, à propos du chauffage et des économies d'énergie, la chasse au gaspillage ouverte au début de l'été sur les routes va se poursuivre pendant tout l'hiver dans les chaumières. Ainsi, 6000 installateurs agréés sont maintenant à la disposition des usagers pour étudier leurs travaux de chauffage. Mais en dehors des installations de chauffage, il y a bien d'autres moyens d'économiser l'énergie. Lesquels, eh bien, le directeur de l'agence l'a expliqué à Jean Pézieux. Premièrement, retarder au maximum la période de chauffe. On gagne quelques pourcents sur la consommation et c'est toujours très utile pour la suite de l'hiver. Deuxièmement, respecter les 19 degrés. Vous savez que jusqu'à présent, la limitation maximum de température était à 20 degrés. Il faut désormais se limiter à 19. C'est un petit degré et qui économise 7% sur la facture de chauffage. Troisièmement, éviter d'utiliser les radiateurs d'appoint. Au moment des froids, on a tendance à utiliser le radiateur d'appoint et je pense que c'est une très mauvaise solution. Nous sommes en 1979. Madame Siby, est-ce que vous avez une solution pour que la sobriété énergétique dont on parle aujourd'hui ne finisse pas dans les archives de l'INA ou en encadré dans un manuel d'histoire-géographie pour nos arrière-petits-enfants? Alors tout d'abord, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai une solution ou the solution, mais si je comprends bien votre question, c'est de voir comment en fait la sobriété ne reste pas un événement ponctuel, mais qu'elle reste plus pérenne. C'était ça. Disons qu'on a deux trajectoires. Aujourd'hui, on peut choisir la trajectoire du laisser-faire, c'est-à-dire qu'on continue à consommer sans modération, sans prendre en compte les limites planétaires que Geoffrey a énoncé tout à l'heure, au risque en fait de ne plus parler de sobriété et de faire face à un mur, à une situation d'urgence où là on serait dans une sobriété qui sera subie, qui sera violente et très peu acceptable. Ou alors, on prend les choses en main, on prend en compte ce concept de sobriété, on l'orchestre, on l'organise et on la rend le plus acceptable possible. Et si je peux me permettre, puisque donc vous avez fait une référence à la chasse au gaspillage suite au premier choc pétrolier, le parallèle qu'on peut faire avec la situation que Madame la Présidente a évoquée en introduction avec la crise multi-énergie de l'année dernière, c'est que dans les deux cas, en fait, on faisait face à un problème d'approvisionnement de l'offre énergétique. Et dans l'urgence, en fait, la seule variable d'ajustement, c'était, puisqu'on avait une offre qui était contrainte, c'était de jouer sur la demande et notamment sur le comportement des usagers. Sauf que entre 79, ce premier choc pétrolier, et aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une autre réalité qui a été évoquée également, celle de réchauffement climatique, et on sait qu'on doit à la fois mieux consommer et moins consommer. Alors là, vous pouvez me répondre, comme ça a été dit tout à l'heure, oui, mais mieux consommer, c'est déjà fait, on a un système électrique, un mix électrique qui est déjà décarboné, voilà, je m'énerve, grâce notamment au nucléaire qui a montré quelques faiblesses l'année dernière, ou les ENR pour lesquels on accuse un retard massif. On a d'ailleurs été pointé du doigt et accusé par la Commission européenne. Donc déjà ça c'est fragile, et en plus on sait qu'on va aller dans une économie de plus en plus électrifiée et il va falloir qu'on dégage des capacités pour des usages qui sont aujourd'hui thermiques, qui émettent du CO2.
Donc, dans tous les cas, il va Madame falloir qu'on Sebi, je suis consomme désolée, il moins. faut qu'on accélère. J'ai fini. Donc, il faut orchestrer, prévoir. Est-ce que finalement on n'aurait pas eu, comme une bonne guerre, besoin d'un bon blackout cet hiver pour que cette sobriété qui est comme un serpent de mer soit finalement vécue de manière beaucoup plus concrète par les entreprises, par les ménages, par nous tous finalement? Alors, je serais tentée de répondre que malheureusement, oui. Parce qu'un bon blackout, comme vous le dites, aurait peut-être montré la valeur justement de cette énergie, le coût d'un blackout, à quel point cette énergie elle est précieuse et on en a besoin pour notre système productif. Je tiens quand même à faire une précision, c'est que les risques de blackout étaient réels, mais effectivement l'hiver n'a pas été aussi rigoureux que ce qu'on a vécu. Les gens ont fait des efforts pour le coup. Les gens ont aussi fait des efforts, tout à fait. Mais je pense qu'il y a eu un acte manqué de la part de l'État dans sa manière de communiquer justement les effets de la sobriété, qui n'est pas juste une solution d'urgence de court terme, mais justement qui a un moyen d'atteindre la neutralité carbone, qui est l'objectif fixé au niveau de la France, mais aussi des États membres de l'Union européenne. Et la sobriété, les discours, on va dire, ils auraient dû être adaptés non seulement pour l'urgence aujourd'hui, mais l'urgence climatique. Je comprends bien, donc c'est un petit effet de mode quand même. Autre problème, et j'en ai vraiment pour 2 secondes une toute petite question, le gouvernement est sans doute très sincère, ainsi que son porte-parole nous l'a dit tout à l'heure, en parlant de sobriété, mais en parlant de la main droite ou de la main gauche, plus exactement de sobriété, de l'autre main, on distribue des chèques énergie. Est-ce que tant qu'on est dans cette forme de schizophrénie, on avancera à quelque chose? Alors, les chèques énergie ont quand même l'avantage de cibler des ménages qui sont nécessiteux, les ménages précaires. Et de s'éviter quelques jacqueries? Pardon? Et de s'éviter quelques jacqueries? Oui, mais le problème est plutôt, on va dire, sur d'autres types de subventions qui ont été accordées allègrement l'année dernière, et notamment, je pense, à la remise à la pompe pour les carburants, sachant que, soit disant passant, les prix n'étaient pas anormalement élevés, que ça a été une remise non discriminatoire. Pour le coup, le détenteur d'un 4x4 bénéficiait autant en termes de volume de subventions qu'un gilet jaune qui dépend de son véhicule thermique, ou encore pire, un ménage précaire qui ne dispose pas de véhicule et qui pour autant n'a pas eu cette remise. À noter aussi que voilà, le pétrole c'est une externalité négative, et on vient d'en parler, qui émet du CO2 et qui va provoquer le réchauffement climatique. Et c'est autant d'argent en fait qu'on n'investit pas dans tous les piliers que Geoffrey a mentionné tout à l'heure, l'efficacité, la sobriété et la décarbonation. Donc effectivement, c'est fort dommage. Au-delà de ce constat, pardon, comment on peut résoudre ce constat? Comment on peut faire pour que ce terme de sobriété, si j'enlève mon ironie, ne soit pas immédiatement balayé par finalement le business as usual et continuer à consommer au moins à coût égal? Premièrement, il faut expliquer les risques, les coûts associés au risque de cette non-action. Et puis après, il faut mettre en place des mesures qui soient équitables, qui ne visent pas... Une flat tax à l'envers, mais une forme d'incitation qui profiterait aux plus modestes, en fait. Complètement, oui, parce que quand on regarde les inégalités carbone, elles sont réelles. Et j'y reviendrai certainement tout à l'heure, mais tout le monde n'a pas le luxe de la sobriété. La sobriété peut être contrainte, et c'est le cas des ménages qui sont en situation de précarité énergétique. Donc c'est très compliqué pour ces personnes-là, ces ménages-là, de réduire d'1 degré la température de chauffe lorsqu'on a déjà du mal à chauffer son logement à 17 degrés. Très bien, mais vous m'avez là aussi tendu une pierre. Je vais vous laisser entre les mains de monsieur l'avocat, maître, c'est à vous. Merci Madame Sebi, merci à vous. Merci, vous faites le travail à ma place, monsieur le procureur. Donc le témoin est maintenant à la défense. Maître Pinault, c'est à vous. Je suis désolé, Madame la Présidente. Ne vous en faites pas, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Dans son classisme, on va dire classisme, pour être un petit peu poli, et sa haine des baristas de TGV, le procureur nous parlait tout à l'heure de jacquerie. Et effectivement, on entend souvent que oh là là, mais contraindre les gens à moins consommer d'énergie, c'est intenable, indicible, ça va être la révolution, les gilets jaunes, les gilets jaunes. Est-ce que c'est pas un peu nous prendre, pardon, mais pour des cons? Est-ce qu'on n'est pas capable de comprendre, en fait,
Si, on est capable de comprendre, mais le problème, c'est que on a été mal habitué. Jusqu'à preuve du contraire, en fait, l'énergie, elle a toujours été accessible, facile. On a un des systèmes énergétiques, électriques notamment, les plus robustes du monde. Pour avoir l'électricité, il suffit d'allumer ou d'éteindre l'interrupteur. Et puis, on a des prix de l'énergie qui, comparativement à d'autres pays, nos voisins, par exemple allemands, envoient des signaux qui ne vont pas dans le bon sens, puisqu'on est dans... Je ne voudrais pas citer, là je vais aller à droite... J'ai voulu faire un effet, mais ça n'a pas marché. Donc en fait, les signaux sont ceux-là. Donc c'est pour ça qu'on est dans des ancrages, dans des comportements pour lesquels il est difficile, on va dire, de les modifier. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'il faut expliquer, il faut orchestrer. Il ne faut pas non plus que cette sobriété, elle soit uniquement à l'échelle individuelle, mais qu'elle soit collective. Et pour cela, il y a besoin d'investissements et d'infrastructures qui permettent la sobriété. Et il y a besoin de messages cohérents et de long terme aussi, non ? Tout à fait, oui. Les messages, comme je le disais tout à l'heure, dans l'urgence, si on a un problème d'approvisionnement, on ne peut jouer que sur la demande. Après, on sait qu'il va falloir faire des efforts sur l'offre, mais comme je l'ai dit, on va avoir de plus en plus besoin d'énergie décarbonée. Mais comme c'est compliqué de la produire, il va falloir dans le même temps réduire nos consommations. Il ne faut pas pointer du doigt certaines populations, il faut les accompagner, il faut éduquer, les jeunes aussi en particulier. Il faut préparer en fait le terrain par rapport à ça. Très bien, Madame Sebi. Un des vecteurs phares de la sobriété énergétique, c'est la rénovation énergétique, du coup, pour le coup aussi, des bâtiments. Est-ce qu'on peut dire que l'effort sur ce secteur, c'est un effort passager, récent, opportuniste ? Alors là, je vais faire un effort sémantique pour pas qu'il y ait de confusion entre la rénovation thermique qui fait plutôt référence à l'efficacité énergétique, puisqu'en fait, il s'agit de réduire la consommation à niveau de confort et de service maintenu, alors que justement la sobriété, c'est comment on va réduire toujours la consommation, mais en jouant sur l'intensité des usages, sur les services rendus par ces usages. Mais il n'empêche que ça fait partie des deux piliers pour réduire la consommation énergétique au niveau de la demande. Donc, pour répondre à votre question, l'État a bien conscience en fait du potentiel d'économie d'énergie offert par la rénovation thermique, en particulier en France, puisqu'on a un parc de logements qui est assez vieux et les premières réglementations thermiques sur le neuf ont eu lieu bien après le deuxième choc pétrolier. Donc on a un gisement en fait, d'économie d'énergie qui est réel. Pour autant, en fait, on a du mal les politiques publiques, elles ont du mal à mettre de la cohérence dans les politiques, un tempo, de mettre en place des moyens aussi, parce qu'on a un secteur qui est très diffus, avec à la fois du côté de l'offre, c'est-à-dire que les artisans, il faut les coordonner, il faut créer certainement de nouveaux business models, et puis après au niveau de la demande, chaque bâtiment a ses propres caractéristiques, maisons individuelles, maisons collectives, système de chauffage, etc. Donc c'est assez complexe. J'en profiterai simplement pour montrer la complémentarité vraiment et le lien entre efficacité et sobriété énergétique, parce que pour moi l'un ne peut pas aller avec l'autre, et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la sobriété énergétique, elle sera d'autant plus facile si vous avez déjà des équipements qui sont performants, qui sont efficaces. Et s'il y a bien un slogan qui m'énerve un peu, c'est celui « l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas ». Encore une fois, je me répète, autant faut-il avoir les moyens. Cette sobriété, elle peut paraître comme un luxe pour certains ménages. Donc il faut que dans le même temps, on mette en place des mesures d'efficacité énergétique pour que la sobriété soit d'autant plus facile et d'autant plus mieux acceptable et acceptée. Et dans cette optique-là, vous diriez que ce qui nous ralentit aujourd'hui, c'est un problème de sincérité ou un problème de complexité ? Alors, je pense que c'est les deux et que c'est compliqué. Au niveau de la sincérité, il faudrait que les messages soient cohérents et que l'État, d'ailleurs, soit exemplaire, puisque la sobriété, ce n'est pas qu'une affaire d'individus dans son coin, etc.
Il faut s'assurer qu'elles soient collectives, qu'il y ait des infrastructures aussi, c'est ce que je disais, qui soient adaptées. Bon, j'ai cité l'exemple du logement, mais dans le secteur du transport, la sobriété, ça va concerner le transport modal. Abandonner son véhicule thermique pour utiliser un vélo, mais autant faut-il avoir des infrastructures. Alors moi, en tant que bonne provinciale, je peux me pavaner de dire que j'habite à Grenoble et qu'on a des infrastructures de vélos qui sont formidables. C'est aussi dans les bâtiments publics, mettre en place des réglementations pour peut-être imaginer et aussi interdire certaines pratiques, comme la taille moyenne des logements. Alors c'est vrai qu'ici, c'est pas un très bon exemple, et on peut dire que c'est plutôt Versailles, mais il faut absolument qu'on contraigne des usages et qu'on montre cela au niveau collectif plutôt qu'individuel, parce que si on repose que sur des réductions dues à des comportements, on risque de faire face à un effet rebond. Donc je pense que ça aussi, c'est un terme qui a été relayé dans la presse, parce que ce sont des actions qui ne reposent que sur des individus et qui ne sont pas ancrées dans le temps. Du moment en fait où il n'y a plus la menace du blackout, l'année prochaine, on se dit bon ben ces festivals, on reprend comme d'habitude. Il n'y a plus de crainte. Les signaux prix aussi sont importants. Si jamais il n'y a plus de crise énergétique et le prix de l'électricité ou du gaz reviennent à la normale, les gens d'une manière spontanée reprennent leur niveau de consommation. Vous alliez dans mon sens et puis vous avez tourné un moment et là vous n'êtes plus du tout dans mon sens là. Désolée. Je vais m'arrêter là, c'est pas grave. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Sébi. Vous pouvez retourner à votre place. J'appelle à la barre notre troisième et dernier témoin, Monsieur Clément Tremblay. Veuillez rejoindre la barre, je vous prie. On ne touche pas au micro. Pardon. Je pense qu'on m'entendra mieux comme ça. Vous l'entendez bien? Vous m'entendez? Oui. Non? Allô, allô? Ouais, ok. Je me rapprocherai du micro. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence ici, s'il vous plaît? Du coup, je m'appelle Clément Tremblay et je suis le responsable climat d'Engie. Donc, j'ai en charge la réduction des émissions d'Engie et l'adaptation au changement climatique. Donc, tous les événements extrêmes qui vont nous arriver. Merci beaucoup. Et pouvez-vous à présent jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Levez la main et dites « je le jure ». Je le jure. Merci. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Merci Madame la Présidente. Monsieur Tremblay, autant Madame Sébi venait de province, autant vous-même, vous êtes donc le régional de l'étape. Bravo. Vous avez donc la parole officielle. Attention. Je vais vous faire un petit quiz, si vous voulez bien, pour commencer. Engie se veut donc un acteur majeur de la transition énergétique et de la décarbonation. Pourquoi? Réponse A, parce que les ressources en énergie fossile sont limitées. Réponse B, pour lutter contre le réchauffement climatique. Réponse C, parce que si vous ne le faites pas, vous êtes en dehors des clous des accords de Paris. A, B ou C. Ne dites pas les trois, s'il vous plaît. Vous pouvez venir, les témoins. Oui, bah alors du coup, les trois, et du coup je vais mettre les trois ensemble, et puis la réponse D, du coup, parce que c'est quand même important la réponse D. Je pense que, alors, aujourd'hui, la production d'énergie, c'est le premier secteur émetteur dans le monde, en termes de CO2. C'est 40% des émissions mondiales. Alors la France est en fait une exception dans cette histoire. Dans le monde entier, c'est 40% des émissions mondiales, que ce soit via des centrales gaz ou des centrales charbon. Donc autant dire qu'en tant qu'acteur majeur de l'énergie, cette question du changement climatique, on a une responsabilité sur le sujet et on veut agir. Au-delà de ça, on a aussi notre... comment ça s'appelle? Un levier. On a... répétez la question quand même, juste pour être sûr. Je vous repose les ABC? Non, juste pourquoi on change? Oui, pourquoi on change? C'est important quand même parce que. Parce que si on change pas, c'est vraiment la merde. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement votre le deuxième langage, point. s'il vous plaît. Pourquoi on change? Le business. Aujourd'hui, le changement climatique pour Engie, c'est à la fois, en fait, c'est une question de vie ou de mort. C'est à la fois autant un boulevard d'opportunités pour nous que un risque systémique
Voilà, Vous voulez dire en tant qu'entreprise? en tant qu'entreprise. Ce qui, pour l'humanité, n'est pas une grande perte, si je peux me permettre. Ah, ouais, quand même, on est Engie, on est un acteur français. Mais juste sur cette question business, aujourd'hui, donc je vais me limiter à l'Europe parce que c'est quand même plus simple, l'Union européenne vise une neutralité en 2050. C'est dans 27 ans. Nous, nos centrales, elles durent entre 20 et 100 ans, en fonction des types de technologies. Donc ne pas prendre en compte cette question-là, c'est absolument impossible. Donc aujourd'hui, cette responsabilité, elle est la nôtre. Et un deuxième exemple aussi que je voulais montrer, c'est qu'on veut profiter de ce pouvoir d'opportunité, comme je le dis. Donc, Geoffrey a parlé de milliards de l'ADEME, moi j'ai parlé de milliards d'Engie. On va mettre 13 milliards d'euros sur les 3 prochaines années sur le solaire et l'éolien. Donc ça montre qu'en fait aujourd'hui on est complètement là-dedans et on veut avancer vite sur le sujet. Et ça montre aussi que vous êtes beaucoup plus riche que l'ADEME. Et on est beaucoup plus riche que l'ADEME aussi, c'est pas faux. Arrêtez de jouer avec les témoins, monsieur le procureur. Pardon, maîtresse. Oui, bref. Présidente, s'il vous plaît, merci, un petit peu de respect. Peut-être le dernier point quand même que j'aimerais mentionner, c'est que pourquoi on change aussi parce que la société change. Et j'aimerais juste noter, donc en 2000, la transition chez Engie sur le énergétique a vraiment commencé en 2015. Et en 2015, la société qui nous a, enfin nos pressions qui jouaient sur nous étaient d'abord politiques et de la société civile. Les gens finalement qui râlent à l'extérieur des entreprises, ça a un impact sur les entreprises. Et c'était aussi dans le cadre de la COP21. Aujourd'hui, alors dans le cadre très précis d'Engie, parce que chaque entreprise a ses propres pressions, mais aujourd'hui pour nous, depuis 2015 où on a accéléré notre transition, nos objectifs climat, aujourd'hui l'engagement et la pression se fait en fait d'abord par la réglementation et par les investisseurs. Et je trouve ça intéressant quand même de mentionner qu'aujourd'hui les investisseurs participent aussi à mettre la pression sur les entreprises, notamment les plus polluantes comme les nôtres. Alors, je continue à tirer ce fil-là parce qu'il est clairement passionnant. J'ai grandement préparé ce procès en allant sur le site internet de Engie. Et votre site déclare: pour réussir les défis énergétiques d'aujourd'hui et ne plus être dépendant des énergies fossiles, il faut à la fois consommer moins et mieux, moins en privilégiant des solutions hybrides et mieux en recourant aux énergies renouvelables. Comment on passe de, pardonnez-moi, de la plaquette de pub, même si elle est digitale, à la réalité? Vous parliez des 13 milliards. Qu'en est-il, par exemple, en termes de chiffre d'affaires et comment on opère cette transition et ce modèle hybride? Comment on passe de la plaquette de pub à la réalité? Je trouve que c'est une très bonne question parce que, avant de répondre à la question, je vais me permettre de faire une digression. De me féliciter pour rapidement, votre question. alors. Bravo pour cette question. Félicite. La plaquette de pub, finalement, elle est importante, mine de rien. Avant tout changement, il faut donner envie aux gens de changer. Et donc, pouvoir engager la réalité derrière, on est obligé de faire un peu de plaquette de pub avant. Donc, il y a des limites sur la plaquette de pub, certes, mais c'est important de donner une vision et envie aux gens de changer pour y arriver. Pour répondre maintenant à cette question, chez Engie, on prend la neutralité carbone en 3 étapes, et j'invente rien, je vais paraphraser Négawatt, en fait, dans ce cas-là. La sobriété. Donc en fait, c'est le re-questionnement des usages. Est-ce que l'usage que je veux opérer est compatible avec la neutralité carbone ou avec les limites planétaires, et une fois qu'on a bien défini cet usage, comment on le construit le plus efficacement possible, efficacité énergétique, et comment on peut le produire vert. Et puis à la fin, on compense le reste. Et chez Engie, alors Engie est d'abord un acteur d'énergie, on est d'abord sur la production. Donc aujourd'hui, quand on décarbone Engie, on va d'abord décarboner l'outil de production. Donc ça va être nos centrales au charbon qu'on arrête concrètement, au plus tard en 2025 en Europe et 27 dans le monde. On va développer du renouvelable et puis on va réduire notre consommation de gaz fossile et on va ensuite verdir ce gaz. Donc voilà, c'est comme ça qu'on opère concrètement sur la partie production. Et sur la sobriété qui est quand même l'enjeu ici, on agit aussi, donc on va accompagner. Donc l'énergie, c'est vraiment le cœur du système de la société. Tout est d'énergie en fait dans notre société. Et on n'est pas du coup sur l'usage. On ne va pas être sur le manger, bouger, se transporter, se chauffer. On va vraiment être sur la base. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est accompagner nos clients pour qu'eux puissent réduire ces usages-là. Donc c'est ça qu'on va faire. Et un exemple, ou deux, ou plein, mais en tout cas, je vais en prendre un. C'est un contrat qu'on a eu avec la région Centre-Val de Loire, où on va accompagner la région Centre-Val de Loire pour décarboner et rénover leur lycée. Donc ça, c'est la partie efficacité.
mais on va aussi sensibiliser les lycéens, accompagner les usages pour que la performance qu'on reçoit, et là je paraphrase du coup Karine aussi, pour accompagner les usages, pour que la performance qu'on a réussi à gagner avec l'efficacité, on la garde grâce au changement d'usage. Donc voilà, on va accompagner nos clients vers la sobriété. Je vais vous faire une petite confidence. Pardonnez-moi de parler un peu de ma vie privée. Je suis client, je suis moi-même client Engie. Et alors, Je pense que vous influencez un petit peu là le verdict. bah alors vous pouvez vérifier. Je suis venu sans mes factures, mais enfin. Ce n'est pas le sujet ici. Merci Madame la Présidente. J'ai eu la grande surprise de voir ma facture baisser récemment. Merci pour la pub. Hein. Alors, non mais le fait d'avoir été surpris, en venir pas aux forcément un compliment. Maintenant que les prix baissent globalement et que on a su, disons, contrecarrer les premiers effets issus de des problèmes géopolitiques, hein, comment vous faites pour inciter les gens comme moi à pas chauffer en ouvrant sa fenêtre? C'est-à-dire ce retour à la normale budgétaire, comment faire pour que ce soit pas précisément un effet de mode et une forme de nouvelle hubris? Alors c'est une bonne question et en fait je vais répondre en plusieurs points. Le premier, c'est donc aujourd'hui effectivement le prix de l'énergie est redescendu après ce qui s'est passé cet hiver. Mais le monde désolé de casser un peu l'ambiance, mais le monde avec une énergie peu chère et un peu révolue. Ce qui s'est passé ces dernières décennies quand même va beaucoup changer dans les prochaines. D'abord la crise, la guerre en Ukraine. Hein, on a paré le pire cet hiver, mais concrètement, on n'est pas encore sorti de l'affaire. Il y a encore au moins 2 ans avant de pouvoir reconstruire des infrastructures et être complètement indépendant de la Russie. Donc on a encore concrètement 2 ans où il faut croiser un peu les doigts pour qu'il ne fasse pas trop froid l'hiver et qu'on ait de la pluie dans nos barrages hydrauliques pour qu'on ait encore l'électricité. Donc ça c'est, je rejoins le sujet du blackout, on y est passé très peu cet hiver et on a encore quelques temps. Et puis la transition, c'est quand même beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles infrastructures pour y arriver et voilà, donc c'est difficile d'avoir une boule de cristal sur le prix de l'énergie, mais concrètement, c'est pas sûr qu'elle reste très, très basse. Le deuxième, c'est le comportement, et je suis assez convaincu que mine de rien, cette crise, elle va engager des comportements pérennes. Ce qu'on a vu cet hiver sur le gaz notamment, c'est une réduction de 10 à 13% de la consommation de gaz en Europe, ce qui revient à 1 ou 2 degrés de réduction de la température dans les maisons. Et ce qu'on a pu voir avec la catastrophe à Fukushima, c'est qu'au Japon, ces catastrophes-là ont engagé des changements de comportement pérennes. Et voilà, j'ai pas de boule de cristal, mais on Surtout peut en Allemagne où on a rouvert les centrales à charbon. Oui. Voilà. Donc voilà. Oui, non, donc vous parlez d'un effet cliquet finalement. En tout cas, en partie. Après, c'est vraiment oui. Enfin, il y a en partie un effet cliquet, mais il faut accompagner ce changement. Et c'est super difficile. Aujourd'hui, on mesure encore qu'est-ce qui va se passer, comment les gens agissent pour ensuite voir concrètement le cliquet, est-ce qu'il est important ou pas important, et ça c'est un peu... Moi j'ai la réponse, comment ils agissent. Bien, merci monsieur le procureur. Avec Engie. Merci. Le temps est épuisé. Maître, le témoin est à vous. Monsieur Tremblay, on a encore une fois beaucoup tourné autour du pot, notamment en vous proposant des QCM. Ce qu'on va faire, c'est que moi, mes questions, pour le moment, vous allez juste répondre par oui ou par non. Ça vous va? Ok. Ça va être compliqué, je pense. Répondez-moi par oui ou par non. Est-ce qu'il y a de la place sur la Terre, de la place physique, pour alimenter toute notre consommation d'énergie telle qu'elle existe aujourd'hui avec des énergies renouvelables? Non. Ok. Est-ce que, à partir de là, toujours par oui ou par non, est-ce que vous pensez, chez Engie ou ailleurs, qu'il est possible qu'on puisse attendre une grande percée technologique, une grande solution miracle qui permettrait de remédier à ça, à ce premier non? Je peux toujours dire que non. Donc, oui, oui, vous pouvez toujours dire que non si c'est non. Non. Je peux développer ou... Non, j'ai pas le droit, excellent. Okay.
Enfin, qu'est-ce que vous faites, maître? J'avance un petit peu parce qu'on patauge depuis tout à l'heure et ça m'agace. Mais alors vite! Clairement, non. Hein, la solution Non, d'accord. ne suffit pas. Dernière question par oui ou par non. À partir de là, est-ce que les entreprises, elles ont le choix de réduire leur consommation d'énergie ou non? Non. Bon, laissez les expertises et les bons mots à nos témoins, s'il vous plaît. Très bien. Venons-en au fait. Est-ce que, on va revenir au fait, et du coup une question un petit peu plus générale, quand cet hiver, on nous dit qu'il faut mettre un pull, que mettre un pull c'est bon pour l'environnement, est-ce qu'on est en train de nous faire passer la pilule de l'Ukraine en attendant un retour à la normale, ou est-ce qu'on est en train de nous expliquer que c'est ça le nouveau normal? Clairement, c'est le nouveau normal. J'ai le droit de dire plus que... Oui, maintenant oui. La réponse est oui. Oui, clairement, c'est le nouveau normal. Même en dehors de la crise ukrainienne, et je vais revenir sur la question de la technologie parce qu'elle est importante, elle a été d'abord abordée par Geoffroy et Karine, mais la technologie seule ne suffit pas à réussir cette transition. Il faut les changements d'usage qui vont avec. Déjà, parce que on n'a plus beaucoup de temps, hein, concrètement, on ne peut pas attendre que la technologie arrive, une quelconque technologie viendrait sauver le monde. Et surtout, moi je reviendrai sur le sujet de l'effet rebond, il est extrêmement important. Je vais prendre un exemple, hein, le secteur du routier en France, c'est 120 millions de tonnes de CO2, c'est un chiffre. Ce qui est important, c'est que depuis 1990, les émissions ont globalement stagné depuis 30 ans. Et ça, malgré toutes les technologies qui sont ressorties. Et ça, c'est parce que nos voitures sont plus lourdes, il y a moins de gens dans les voitures, il y a plus de gens qui prennent la voiture et le fret a complètement explosé. Donc en fait, si on ne réfléchit pas à l'usage derrière la technologie, ça ne marche pas. Donc je vais revenir à cette question. Oui, c'est vraiment la transition, c'est un pendant technologique et de changement des comportements, et elle doit être pérenne, alors qu'elle soit subie ou volontaire, on va y aller. Et idéalement, notre rôle en tant qu'Engie, c'est d'accompagner nos clients pour aider à ce que la sobriété soit plus démocratique, ou en tout cas plus développée. Mais très clairement, le coup de mettre un pull au lieu de chauffer de 1 degré en plus, c'est clairement un besoin nécessaire. Ouais. Est-ce qu'en fait, ce dont on parle, c'est pas tout simplement d'un changement systémique? Oui. Oui, silence, s'il vous plaît. C'est un grand mot. Non, mais oui, c'est un changement systémique, c'est un changement d'usage, c'est un changement technologique, c'est même un changement parfois il faut réfléchir parfois même l'économie, dans quelle économie on se retrouve. C'est littéralement tous les acteurs doivent réfléchir à ce sujet de la transition énergétique pour réussir cette transition énergétique. Que ce soit les entreprises, les collectivités, les pouvoirs publics, les économistes et les journalistes. Et donc à ce stade, et vu les délais, est-ce que, subi ou choisi, est-ce que dans les 5 prochaines années, est-ce que la sobriété, elle peut repartir là, dans les années qui viennent? Déjà, elle n'est pas partie, j'espère. On vient d'avoir un épisode de guerre où le sujet de la sobriété a été quand même beaucoup poussé par les politiques. On a 15 ans pour vraiment engager cette neutralité carbone. Alors ça fait déjà 30 ans qu'on aurait dû commencer, mais l'Europe avec cette neutralité à 2050, les 15 prochaines années sont vraiment essentielles. Et il faut qu'on arrive à délivrer cette réduction des émissions via la technologie, mais aussi via la sobriété. Et c'est impératif de réussir à changer les comportements pour y arriver. Je termine là-dessus. C'est impératif. Merci. C'est terminé. Merci, Monsieur Tremblay. Bien, cher jury, vous avez à présent entendu tous les témoins. J'espère que vous avez été attentifs. Nous allons maintenant entendre le réquisitoire et la plaidoirie. Un dernier moment pour vous donner l'opportunité de vous forger une opinion sur le sujet. On commence avec Monsieur le procureur. Vous avez 5 minutes pour votre réquisitoire. Pas une de plus. Mettez-vous plutôt à gauche. Okay.
Madame la Présidente, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci, de même. Mesdames, Messieurs les jurés, cher public, dans quelques instants, vous allez devoir répondre à cette question. Sobriété énergétique, phénomène de mode ou tendance de fond qui, d'une certaine manière, peut sembler anodine. Après tout, ça ne va pas changer nos comportements. Et pourtant, mesdames, messieurs, cette question n'est pas du tout anodine, parce que de sa réponse dépend l'état d'esprit global qui anime nos sociétés et donc les décisions qui en découlent. Autrement dit, si vous pensez comme Maître Pinault qu'il s'agit d'une tendance de fond, ok, parfait. L'histoire est en marche et les principaux pollueurs de la planète peuvent continuer tranquillement à rédiger des rapports d'activité vantant leurs efforts en matière de RSE. En politique, on appelle ça du greenwashing. En psychanalyse, c'est du déni. En revanche, si vous pensez comme moi, et comme votre conscience vous en intime, la possibilité concrète que c'est un phénomène de mode, alors non seulement vous indiquez à ceux qui nous observent que vous êtes des individus lucides, mais surtout vous envoyez un message aux greenwashers et à tous les charlatans. On vous voit. On vous voit. Petit retour en arrière. Lors du débat sur la fameuse question du charbon en Grande-Bretagne, élus et experts craignaient que l'épuisement des réserves ne plonge le pays dans le chaos. Une taxe carbone sur le charbon, afin d'en éviter le gaspillage et la surconsommation, fut même proposée. En quelle année? En 1860. En 1860. Qui a dit « La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'homme du début de ce siècle s'acharnait encore à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la terre demeure habitable à l'homme. » Ceux qui connaissent le goût pour la poésie d'un de nos présidents de la République auront reconnu une phrase de Georges Pompidou prononcée le 28 février 1970. Qui a dit « Il faut renforcer les économies d'énergie, croyez-moi ». Croyez-moi. Qui a dit ça? Et cela, il faut s'en occuper. J'adore citer François Mitterrand, c'est mon idole. Et cela, il faut s'en occuper avec vigueur. On consomme trop. Économiser l'énergie nécessite des investissements complémentaires, des mesures fiscales. Celles du budget 1991 doivent y contribuer. 1990, la phrase a été prononcée par François Mitterrand en 1990. Donc, si vous voulez, mesdames, messieurs, votre plan de sobriété énergétique, vos promesses d'entreprise, vos plans climat, le port du col roulé, c'est un petit peu, si vous me pardonnez cette expression, comme les pantalons taille basse, la tectonique, le fait de dire du coup à la place de bonjour ou une surdose de gingembre dans les Pokéballs. Ce sont des coups de com'. Ce sont des phrases qu'on dit comme ça, sans réfléchir. Bah, du coup, je m'appelle Thierry. Pour se rassurer, pour être dans l'air du temps. La vérité, mesdames, messieurs, elle est plus prosaïque que ça. La vérité, c'est qu'on s'apprête, rien qu'en France, à vivre sous plus 4 degrés d'ici 2100. Adieu les accords de Paris, adieu les accords de Paris, les trajectoires. On sait bien que c'est pas vrai. La vérité, c'est qu'avec l'électrique, on ne s'apprête plus à être de plus en plus sobre, mais de plus en plus efficace, énergétiquement. Et nous avons bien compris, je crois, grâce à vous,
que sobriété et efficacité n'étaient pas exactement la même chose, même si le terme à la mode de ce procès a été de considérer que tout cela était complémentaire. La vérité, c'est que le coût énergétique du numérique va passer de 5% à 14% dans les prochaines années. La vérité, mesdames, messieurs, est plus crue, plus implacable que toutes nos bonnes résolutions. Personne, je dis bien personne, n'est prêt à renoncer à son confort. Et nous le savons. Même les jeunes qui, soi-disant, ne prennent plus l'avion comme Madame Sebi, changent de smartphone tous les ans et passent en moyenne 6 heures par jour à consommer des réseaux sociaux et du streaming. Et vous pensez peut-être que sous prétexte qu'on a nommé, j'ai noté l'expression, un expert en sobriété à la tête du sous-comité du bureau B12 à la maîtrise, non, ce n'était pas la vraie expression, mais qu'on a nommé un expert un peu plus balèze que les autres au gouvernement, on va s'en sortir. Désolé, mais pendant ce temps-là, et vous l'avez rappelé, les banques investissent encore des milliards dans les énergies fossiles, et quand on leur fait remarquer, elles ont exactement la même réaction que mon fils quand il est sur sa Switch. Encore une petite partie. Allez, encore 5 minutes. Monsieur Abécassis, je sais que vous faites votre maximum. J'aimerais clairement pas être à votre place. Certains appellent ça de la dissonance cognitive, et je pense que vous en êtes un joyeux représentant ce soir. Madame Sebi, si tous les profs étaient comme vous, le monde irait sans doute mieux. Mais je suis au gré de vous dire que non. Tous les profs ne sont pas comme vous, sauf votre respect. Monsieur Tremblay, alors là, bravo. Vous accompagnez avec un certain sens du grand écart, un géant de l'énergie dans sa transformation. Toute proportion gardée, vous me faites un petit peu penser à Jean-Claude Van Damme. Ça, c'est flatteur. Sur ces 2 camions lancés à pleine vitesse. Mais combien de temps allez-vous tenir sans que vos adducteurs ne sautent? Bref, vous l'avez compris, c'est trop tard. On se paye de mots. On se raconte des histoires pour tenir le coup. Dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura sans doute un nouveau plan de sobriété ou de chasse au gaspillage, un nouveau plan Marshall pour les banlieues, une nouvelle campagne de lutte contre l'insécurité routière. Ainsi, mesdames, messieurs, vont les modes. Ainsi vont les modes. Alors, j'en appelle à votre intégrité morale. Je compte sur votre maturité. Je voudrais que vous votiez en votre âme et conscience. Ne votez pas utile. Lâchez-vous. Aujourd'hui, c'est possible. Ne vous laissez pas impressionner par les trémolos qui ne manqueront pas d'échapper de la bouche de l'avocat comme de la guimauve. Vous n'aurez peut-être pas sauvé vous n'aurez peut-être pas sauvé le monde en votant phénomène de mode, mais au moins vous aurez sauvé votre âme. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur. Bien, le dernier mot étant à la défense, nous allons entendre maintenant Maître Pinault. Vous avez également 5 minutes. Merci, monsieur le procureur. Il n'y a vraiment rien de tel qu'un quinquagénaire en basket nous parlant de réseaux sociaux et de tectonique pour nous donner envie de regarder résolument vers l'avenir. Chers amis, s'il vous plaît, reprenons, vous et moi, notre souffle un instant, le temps d'un souvenir. Plutôt que de souffrir de ce que l'avenir pourrait ne pas être tout ce que nous voulions en faire, souvenons-nous ensemble de ce qu'était hier. Parce qu'hier, l'écologie, les éoliennes, les panneaux solaires, le fromage de chèvre, les bérets basques, les pissenlits, les guitares, la nature en général et les bracelets brésiliens, c'était globalement du pareil au même, c'était pour les hippies.
Autant vous dire qu'on revient quand même de plutôt loin. Et je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous sermonner sur l'idée que la sobriété, c'est le sens de l'histoire. Je ne pense pas que l'histoire ait un sens. Je pense encore moins que ce sens puisse prendre la forme d'une flèche dont nous serions la pointe. Quand on construit des gros climatiseurs pour ce qui est en intérieur, parce qu'il n'y a plus de neige dehors à cause des petits climatiseurs, on est globalement la pointe de rien du tout, ni de l'histoire, ni de rien du tout. Néanmoins, je pense qu'il existe des paliers, des idées suffisamment bonnes, des vérités suffisamment évidentes par elles-mêmes. C'est le terme qu'emploie la Déclaration d'indépendance américaine, dont on peut déplorer qu'elle ait été écrite à des fins d'évasion fiscale, mais quand même, un sacré morceau de littérature. Des vérités donc tellement évidentes par elles-mêmes qu'une fois qu'on s'en est emparé, on n'est plus guère enclin à faire machine arrière. Exemple tout bête, la liberté. À moins d'être vraiment très vilain, vous trouverez aujourd'hui plus grand monde pour contester l'idée qu'il est non seulement préférable d'être libre que pas, mais que par ailleurs il est également désirable que tout le monde soit libre et pas juste quelques-uns. Ça paraît une évidence sans nom. Et pourtant, vous regardez 200 ans en arrière et la partie était quand même assez loin d'être gagnée sur le sujet. En ce qui nous concerne, la question c'est donc de savoir si la vérité suivante, elle est arrivée ou non à son point de bascule. J'ouvre les guillemets, les habitants d'un environnement fini ne peuvent consommer plus d'énergie que le dit environnement fini n'en contient. Fin des guillemets. C'est simple. C'est même si simple que c'est presque un peu vous faire offense, vous insulter que de se demander si c'est bien compris là dans la salle. Sauf que, il faut bien admettre que jusqu'ici, le caractère auto-évident de cet énoncé pourtant d'une enfantine candeur nous a pas non plus toutes et tous baignés dans sa lumière à parts égales. Et c'est peu de le dire. Ce qui fait que, en fait, maintenant, nous continuons d'éclater dans la joie les limites planétaires, les unes après les autres, de plus en plus tôt chaque année, sans que ça nous en touche une, ni que ça fasse bouger l'autre. Pour autant, et parce que sinon, je suis juste en train de refaire le réquisitoire de monsieur le procureur, pour autant, je crois que cette fois-ci, nous y sommes. Presque. Je pense en effet qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte. Et le simple fait d'être ici, d'avoir cette discussion ensemble sur ce sujet, alors qu'il y a 10 ans, on rêvait encore, et nous, on nous demandait d'écrire sur les voitures volantes, je pense que ça dit quelque chose de l'ambiance. Et les petits signaux qui témoignent de la présence de la dite métaphorique fenêtre, on les entend un peu partout. Ici, un représentant de l'agriculture conventionnelle qui dit vouloir se passer de chimie. Ici, un économiste orthodoxe en plein repentir qui questionne le productivisme extractiviste. Ou encore, il y a quelque temps, notre ministre des Transports qui, frappé par la grâce du ciel, nous expliquait à la radio que pour réduire notre consommation d'énergie, il allait falloir renoncer à des projets d'autoroute. Et je comprends qu'on lève les yeux au ciel, qu'on soupire, qu'on se demande si en fait ils veulent des médailles et qu'on remarque qu'il n'était nul besoin d'être le couteau le plus affûté du tiroir pour parvenir à ces conclusions. Mais quelque part, de la part d'un parti de centre-droit qui compte quand même sur l'électorat conservateur pour se faire réélire et sur les grands industriels pour gouverner, renoncer à des autoroutes, même en Corrèze, on peut quand même y voir un signal, même faible. Mesdames et messieurs les jurés, le problème des fenêtres d'opportunité, c'est que ça se referme. Et le problème de l'électoralisme, c'est que ça marche dans les deux sens. Et ces signaux qu'on nous adresse, même s'ils sont tardifs, même s'ils sont aussi timides qu'ils sont insuffisants, ben je pense que notre devoir, c'est de les regarder avec enthousiasme. Parce que si nous les boudons, c'est du côté de celles et ceux qui refusent le changement que le pouvoir se tournera pour aller chercher du soutien. Il le faisait hier, il le fera demain. On nous signale que la porte vers la sobriété énergétique est enfin ouverte. Eh bien, considérons que c'est pour de bon. Montrons qu'on a envie que c'est pour de bon. Encourageons nos gouvernants, qu'ils soient économiques ou politiques, à sortir du placard et à assumer qu'ils ont compris l'urgence. Libérons-les, en fait, en quelque sorte. Nous, citoyens français, acceptons cette vérité comme évidente par elle-même. Les habitants d'un environnement fini ne peuvent consommer plus de ressources que le dit environnement fini n'en contient. Nous n'avons pas d'autre choix que de consommer moins. La sobriété énergétique est donc nécessairement
une tendance de fond. Et le temps d'avant, c'était le temps d'avant. J'ai terminé. Bien, merci maître. Chers jurés, l'heure de la délibération a sonné. Et une fois n'est pas coutume, je vais donc vous demander de sortir votre téléphone portable, de scanner le QR code qui s'affiche devant vous, et puis de voter. À la question, la sobriété énergétique, phénomène de mode ou tendance de fond, quelle est votre réponse ? Aucune pression, bien sûr, mais n'oubliez pas que votre voix compte pour les générations futures. Et surtout pour les générations futures. Mesdames et messieurs, je vous laisse un petit temps, évidemment, pour vous prononcer sur la question, et nous arrivons au moment du verdict, mais juste avant, une petite précision et de mise. Je tiens à vous rappeler que le procès auquel vous venez d'assister est une conférence spectacle, bien évidemment. La conférence, ce sont les témoins que vous avez entendus. Ils nous ont partagé leur expertise, leur point de vue. Merci encore à eux. Vous pouvez les applaudir à nouveau. Merci. Car il faut préciser quand même que ce n'est pas toujours facile de se faire interroger par Monsieur Keller et Maître Pinault. Et puis, le spectacle, c'est nous, la cour. Vous l'aviez peut-être deviné, mais en réalité, Maître Pinault et Monsieur Keller ne sont pas de vrais avocats au procureur. Et moi, pendant mes jours ouvrés, je ne suis pas tous les jours présidente, hélas. Ce qui veut dire que le point de vue défendu aujourd'hui par Maître Pinault et Maître Keller ne reflète pas nécessairement leur véritable avis, et que je pense que dans la vraie vie, ils s'entendent plutôt bien. N'est-ce pas ? Ça va. On insistera sur... Ça va dépendre de ce que vous faites là en ce moment avec vos petits téléphones. Là. Bien, je pense que... Je peux dire un mot ? Oh, très vite, je suis toujours présidente. Oui, alors déjà, je voudrais qu'on l'applaudisse. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. Merci. Je voudrais qu'on remercie mon ami Xavier Gors, ici présent. Oui, merci beaucoup à lui. Et peut-être un petit mot pour Engie. Tout à l'heure, j'ai fait un peu de lèche. Je suis réellement, alors là, c'est le seul truc vrai, je suis réellement client Engie. Non, je voulais remercier Ali Matou, je voulais remercier Anne, Lise. Ça a été un vrai bon moment de préparer ce tribunal avec vous, et je trouve que c'est quand même intéressant qu'une boîte comme Engie ose un peu mettre les pieds dans le plat, et à travers une formulation de tribunal qui est peut-être un peu intello, nous permettre d'affronter les choses et vraiment de rentrer frontalement dans des sujets qui sont clairement des sujets du moment. Donc pour ça, merci et félicitations. Et pour nous, Uzbek Erika, ça a été un très bon moment de journalisme. Vraiment encore merci. Je confirme. Bien. Il nous reste on a les votes ? On a les votes. Ok. Vous voulez bien vous asseoir maintenant ? Ouais, je me tais. Monsieur le procureur. Et merci à vous d'être venus aussi nombreux ce soir. Bien, nous allons donc passer au dépouillement. Madame l'huissière, pouvez-vous m'apporter le résultat du vote ? Merci d'une rapidité sans faille. Bien. Moi, je connais le résultat. Je vais vous teaser un petit peu. Donc, dans l'intérêt de nos descendants, le tribunal pour les générations futures déclare à 69% que oui, la sobriété énergétique est une tendance de fond. Bravo. Bravo, maître. Contre 31, phénomène de mode. 69, c'est le vrai chiffre ? C'est le vrai chiffre, je ne mens pas.
Bien, avant de profiter du cocktail, nous avons un dernier invité. J'appelle donc à la barre le directeur général délégué de Engie Solutions, Damien Thérouane. Pardon, Monsieur Thérouane, veuillez vous présenter sur scène. Madame la Présidente, Damien Thérouane. Damien Thérouane, excusez-moi. Je vous en prie. Attendez, est-ce que j'ai le droit de prendre le micro, moi aussi comme le... Non, mais prenez... Merci beaucoup. Alors, vous avez déjà remercié nos témoins et merci à vous, Madame la Présidente, Monsieur le Procureur, Monsieur l'Avocat de la Défense, pour cette, et à notre greffier, bien sûr, pour cette belle séance de réflexion commune et de tribunal populaire. Je voulais ajouter à ces remerciements, remercier évidemment nos clients présents dans la salle. Merci beaucoup d'être venus nombreux malgré l'adversité, parce que je crois qu'il y a eu quand même quelques perturbations de transit et de trafic. Merci aussi aux écoles. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle, des lycéens, des étudiants. Je crois qu'il y a le lycée Jean Moulin du Chesnay. Oui, vous êtes là? Le lycée polyvalent Eugène Enaf, Chimie Perspective, l'ENSIAT, AgroParisTech, l'IESEG et l'association École secondaire Saint-Charles. Merci d'être venus participer avec nous à ce tribunal. Et puis je remercie évidemment les associations et fondations présentes. Et puis je voulais faire un remerciement particulier à mes équipes, mais le procureur l'a fait beaucoup mieux que moi. Donc voilà, je m'en range à ces propos. Et merci beaucoup à mes chères équipes d'avoir organisé ce bel événement. Alors, pendant la séance, moi j'avais du travail parce qu'il fallait que je prépare 3 messages pour conclure. Et je devais choisir si je concluais sur tendance de fond ou phénomène de mode. Coup de bol, j'avais choisi tendance de fond. Bon, je m'en sors bien. Et j'avais pas préparé deux trucs. Moi, je voulais partager avec vous 4 idées. Bon, ça n'a absolument pas valeur de pensée définitive, mais qui m'ont marqué en écoutant ce moment de réflexion commune. La première, c'est que vous êtes la première preuve que c'est une tendance de fond. La deuxième, c'est que j'aime bien qu'on parle de sobriété raisonnée et heureuse. Je vais développer après. Hein. La troisième, c'est que la France est une terre de solutions. Là, c'est mon côté cocardier qui ressort. Et puis la quatrième, c'est que tout est dans la mesure. Alors, vous êtes la première preuve, ça a été très bien dit par l'avocat de la défense dans sa plaidoirie finale. Dans un monde de l'instantané, du zapping, c'est quand même une très bonne nouvelle que vous soyez venus aussi nombreux réfléchir collectivement à cette question. Ça prouve que, voilà, on n'a pas zappé, on n'a pas oublié cette question de la sobriété qui est sur toutes les lèvres depuis plus d'1 an et qu'on a envie collectivement d'y réfléchir. Et ça, en soi, c'est déjà une forme de réponse à la question posée. Sobriété raisonnée et heureuse, moi je crois beaucoup que oui, il faut nous engager, mais rien ne sert de se culpabiliser. Il faut être responsable, mais il faut aussi doser les efforts. Je rejoins votre propos, madame, sur le fait que on n'est pas tous égaux devant la sobriété. Hein. C'est quand même plus facile pour certains que pour d'autres. Et ceux qui sont déjà dans la précarité, ce n'est pas forcément leur première priorité. Donc à chacun son effort, à chacun son engagement là-dessus. Et comme j'aime bien le dire à mes équipes, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Voilà. C'est profond, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un philosophe qui s'appelle Alain, et donc je pense au fond que c'est ce qu'on est en train de faire collectivement, c'est de s'y mettre à la sobriété, et c'est bon signe. Le troisième point que je voulais partager avec vous, c'est que moi je suis viscéralement convaincu que la France a, comme on dit, un incroyable talent, mais a surtout énormément de solutions. Alors là aussi ça a été dit avant moi, mais les solutions, elles combinent nécessairement la sobriété, l'efficacité énergétique des systèmes et évidemment des énergies toujours moins carbonées. Et ça, nous on le voit avec nos clients, dont certains nous ont fait l'amitié d'être là aujourd'hui, que ce soit dans l'habitat, où les efforts de sobriété se sont mesurés de manière très concrète dès l'hiver dernier, ça a été évoqué tout à l'heure, que ce soit dans le tertiaire, où les bureaux se sont habitués à être moins chauffés et à être moins climatisés. Je peux vous dire que pour avoir voyagé en avion, récemment dans un autre pays européen, j'ai vu la différence. Voilà, un pays où on parle plus avec les mains, voilà. Eh bien, j'ai pas constaté les mêmes habitudes. Donc, je pense que la France est en train de prendre un virage fort et intéressant en la matière. Et je citerai également les clients, nos clients, les industries,
qui, eux aussi, mettent en œuvre la sobriété. Et c'est quoi la sobriété dans l'industrie? C'est notamment de recycler des énergies, réutiliser des énergies à basse température, qui n'étaient pas toujours, qui étaient un peu considérées comme des énergies fatales, inutilisables. Et de plus en plus, les industriels se mettent à faire du fonctionnement circulaire et avoir un bilan énergétique toujours plus vertueux. Voilà, donc la France, terre de solutions en sobriété et en transition énergétique, j'en suis convaincu. Et dernier point, eh bien, tout est dans la mesure. La mesure dans nos comportements. Voilà, la sagesse populaire dit « en rien l'excès n'est bon », mais c'est aussi la mesure de nos comportements. Voilà, dans la vie de tous les jours, on mesure déjà plein de trucs. On mesure le nombre de pas qu'on fait là, sur son smartphone, on mesure le nombre de calories qu'on ingurgite, on mesure son poids sur la balance, on mesure le nombre de tweets qu'on a fait ou le nombre de likes qu'on a eu. Mais les entreprises, elles mesurent leur performance, leur rentabilité, des tas de choses. Moi, je crois que de plus en plus, on va mesurer notre sobriété. Alors, il y a déjà beaucoup de gens qui mesurent leur bilan carbone, et bravo aux citoyens qui ont déjà pris ce pli. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font aussi, bien sûr, mais la sobriété, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne à mesurer, et en mesurant aussi notre sobriété, eh bien, on contribuera à cette transition énergétique qui nous est absolument nécessaire. Voilà, c'est utile de mesurer parce qu'on ne pilote bien que ce qu'on mesure, et puis c'est encourageant parce qu'on voit ces progrès, c'est l'antidote à l'éphémère. Et on revient à la question du début, si on mesure, eh ben, ça ne sera pas un phénomène de mode, ça sera une tendance de fond. Voilà, merci encore d'être venus aussi nombreux. C'était vraiment une joie de participer avec vous à cette séance. Et puis maintenant, je suis très heureux de vous inviter à un cocktail raisonné et en même temps très heureux. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur Thérouanne. L'ordre du jour étant épuisé, la séance de ce mardi 6 juin 2023 est levée.